peut-être qu'en préambule de cette rencontre, il faut bien sûr remercier la Bibliothèque nationale de France de nous accueillir dans ses murs et d'avoir organisé cette journée importante, ce colloque Tableau de la France, écrire, présenter, partager l'histoire. Alors je vais être très court, peut-être rendre hommage vraiment en un mot à ceux qui ont pu rendre cette journée possible, tout le service d'action culturelle et pédagogique de la BNF, et en particulier Lorraine Carayan, qui a fait un travail tout à fait remarquable et qui permet que nous soyons réunis aujourd'hui, mais aussi l'hebdomadaire Le 1, dont vous avez tous eu, j'imagine, un exemplaire, et qui pose un peu les bases de cette journée, mais aussi probablement sera un souvenir pour ceux qui ont assisté, souvenir de nos débats. Alors, sans plus attendre, parce que vous êtes impatients d'écouter nos deux intervenants, je voudrais d'abord les présenter, et puis je propose le fonctionnement suivant. Ils vont s'exprimer chacun peut-être pendant 10 minutes ou un quart d'heure, et puis on va les faire un peu dialoguer, et puis on laissera un temps à la fin de questionnement. Alors essayons d'être concis pour les questions, parce qu'il faut avoir à la fois du temps pour le débat, et puis du temps pour vos questions, que les réponses aussi soient apportées à ces questions. Donc, tout d'abord, je voudrais présenter Joël Cornette. Joël Cornette, professeur en histoire moderne à l'université Paris 8, spécialiste à la fois de l'histoire de l'Ancien Régime et aussi, avec une particularité très sympathique, l'histoire de la Bretagne. Il a fait une grande histoire de la Bretagne. Mais ses travaux, avant tout, dont je le disais, portent sur l'Ancien Régime, spécifiquement sur la monarchie au XVIIe siècle. Il a eu tout un parcours qui l'a emmené d'abord de l'école normale supérieure avant jusqu'à l'université Paris 8. Je voudrais citer quelques-uns de ses travaux, notamment un travail dont nous parlions justement avant de venir, qui est peut-être moins connu que les autres, mais que je trouve un très beau travail sur de la personne à l'État, centré sur la mélancolie du pouvoir, les mémoires d'Omer Talon, avocat général au Parlement de Paris, publié aux éditions Fayard en 1998. Mais bien entendu, Joël Cornette est surtout connu pour son Histoire de France en 13 volumes, qui est sorti chez Belin entre 2009 et 2012, c'est cela, et qui a été connu un très très grand succès de librairie, presque 300 000 exemplaires vendus. Je dis ça parce que quand on est universitaire, on le sait bien, on n'a pas tous les jours la chance d'avoir des ouvrages qui connaissent à la fois un succès critique et un succès public. Je crois que ce qui est intéressant dans le parcours de Joël Cornette aussi, c'est sa réflexion, et je crois qu'à fortiori, c'est tout à fait nécessaire d'avoir cette réflexion quand on dirige une histoire de France, une réflexion sur l'écriture de l'histoire, et c'est à ce titre aussi qu'il va s'exprimer dans un instant pour nous expliquer comment est-ce qu'on écrit une grande histoire de France en 13 volumes. À ma droite, est-il nécessaire encore de présenter Patrick Boucheron ? Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle, qui est au départ un spécialiste, pour ceux qui l'ignoreraient, de l'histoire italienne à l'époque médiévale, notamment à travers la question du feuille urbain, la façon dont les princes ont essayé d'imprimer le feuille urbain en Italie. Patrick Boucheron, vous avez aussi travaillé sur une analyse socio-historique de la création artistique à cette période, mais surtout, et c'est encore une fois à ce titre, probablement, entre autres, qu'on vous accueille aujourd'hui et vous allez vous exprimer devant cet auditoire. Vous avez engagé une réflexion sur l'écriture et l'épistémologie de l'histoire, en tentant de réarticuler la littérature, les sciences sociales dans plusieurs de vos travaux, notamment faire profession d'historien, mais aussi dans l'histoire du monde au XVe siècle. Et puis, bien entendu, vous êtes maintenant très connu du grand public pour cette histoire mondiale de la France, qui lui aussi a connu un très grand succès à la fois critique et public, je le rappelle, avec plusieurs dizaines, plus de 80 000 exemplaires vendus. Donc là encore une fois, deux histoires qui à la fois s'engagent dans un dialogue avec le monde, qui est un dialogue dans l'histoire de France, mais un dialogue aussi, et là peut-être vous manifesterez vos complémentarités d'approche, une histoire dans votre cas qui s'engage aussi dans un débat, qui est un débat aujourd'hui politique, sur les usages politiques de l'histoire, à la fois par le personnel politique, par aussi tout un nombre d'essayistes, parfois d'intellectuels, qui, de part et d'autre, essayent de proposer des visions de l'histoire de France. Vous avez essayé, donc, avec un collectif d'historiens, de proposer justement des regards d'une histoire décloisonnée, d'une histoire globale. Et à ce titre-là, je crois que ça sera intéressant dans ce débat de voir comment vos approches ont été différentes et parfois complémentaires. Mais
Je commencerai par donner la parole à Joël Cornette, qui va nous présenter, un certain nombre de réflexions sur comment est-ce qu'on écrit une histoire de France quand on a fait, comme vous, une histoire de France en 13 volumes. Oui, eh bien, merci. D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux d'être avec vous. Très heureux aussi de parler à Patrick. On se connaît depuis longtemps. Je l'ai vu comme étudiant. Ça ne me rajeunit pas, il y a quelques années. Et je n'arrivais jamais à lui mettre moins de 18. Mais bon, ça, c'est une petite histoire. Voilà. Mais alors, je crois l'intérêt aujourd'hui, c'est de parler de l'histoire au pluriel. Parce que ça, je crois qu'il est important. Nous proposons deux offres qui, peut-être, ne sont pas contradictoires. Et je pense qu'on peut réfléchir là-dessus. C'est-à-dire que l'histoire, c'est d'abord, et c'est une formule d'ailleurs de Fernand Braudel, tout est à mettre au pluriel. Et la pluralité des regards par rapport au passé, je crois, est source de fécondité intellectuelle tout à fait formidable. L'autre point aussi, c'est qu'on écrit toujours pour le présent. Et donc, c'est vrai que Patrick pourra en parler, il y avait une urgence politique sans doute à cette histoire mondiale. Moi, 10 ans avant, on est au début des années 2000, il y avait un grand débat sur l'identité française, il était question d'une maison de l'histoire de France, il était question aussi de multiculturalisme, de mondialisation, et donc fallait-il écrire une autre histoire de France? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut sans arrêt refaire en quelque sorte cette histoire? Et c'est une histoire finalement très plastique. On peut pas écrire en 2000 comme Michelet en 1830 ou comme Lavis en 2000, en 1900, 1910. Et donc l'idée, c'était de faire écrire une nouvelle génération d'historiens. Et le but, ça a été, de confronter une vingtaine d'écritures, une vingtaine de démarches en découpant l'histoire de France. Et là se posait le problème, évidemment, de la chronologie, des découpages, des périodes, de la périodisation. Et il fallait aussi rencontrer un éditeur. Enfin, ce que je suis en train de vous suggérer, c'est que arriver d'une idée à un livre, et en l'occurrence, pour moi, c'était plus qu'un livre, puisque le résultat, ça a été 10 000 pages d'histoire, des milliers de documents iconographiques. Et donc, le risque aussi, c'était un échec. Et en 2000, dans les années 2000, la Maison Belin, qui a joué ce jeu de l'histoire de France, n'était pas du tout sûre. Donc, c'était un pari qui était extrêmement risqué. Alors, ce que j'ai voulu aussi, c'était de faire, je dirais, passer la recherche, c'est-à-dire donner à la recherche, qui est un peu renfermée dans des débats, dans des petits cercles, donner en quelque sorte à chacun les débats et l'ouverture de l'histoire. Et c'est pour ça que je tenais que dans chaque volume, il n'y ait pas simplement un récit refermé sur lui-même, c'est-à-dire où on prend le lecteur par la main et où on le conduit d'un point A à un point B, mais aussi un regard sur l'histoire en construction. Et une grande partie de chaque livre s'appelle l'atelier de l'historien. Et dans l'atelier de l'historien, le désir, c'était de démonter l'histoire, d'admettre le lecteur dans l'arrière-cuisine. Comment se faire avec l'histoire? À partir de quelles sources? Quels sont les débats? Quelles sont les controverses? Quels sont les personnages? Qu'est-ce qui est en jeu, finalement, dans l'écriture de chaque période? Et je reviens à la périodisation. Il a fallu, évidemment, concevoir des découpages, mais à partir de quels critères? Et j'ai été aidé par deux historiens. Moi, je suis plutôt moderniste, donc plutôt c'est la période 16e, 18e siècle qui m'intéresse et sur laquelle je travaille. J'ai demandé à Jean-Louis Biget, médiéviste, et à Henri Rousseau, contemporanéiste, d'ordonner la partie médiévale et la partie contemporaine. Alors le résultat, c'est 13 volumes, 10 000 pages, et 13 volumes, je reviens sur les découpages, on a un petit peu travaillé sur, je dirais, la chronologie. Par exemple, on a une Renaissance qui est un peu agrandie, chronologiquement, qui commence dans les années 1450, qui se termine dans les années 1550. On a des guerres de religion qui sont aussi étendues au-delà de l'édit de Nantes, c'est au-delà de 1598. On va jusqu'en 1630, ce qui permet d'isoler une période des rois absolus, c'est-à-dire Louis XIII, Louis XIV, un grand volume Lumière, siècle des Lumières, par Pierre-Yves Beaurepaire. Et puis la Révolution, on a aussi intégré l'Empire. Donc vous voyez, et puis les grandes guerres, considérées comme un bloc, les années 14-18 et les années 39-45. Et tout cela donne donc une, je dirais, temporalité un peu particulière et donc une coloration à l'écriture qui est évidemment tout à fait là
peut-être pas original, mais en tout cas qui apporte un plus. L'autre élément, c'est l'iconographie. Là, je tenais à ce qu'il y ait énormément de documents iconographiques, et Belin a joué le jeu. C'est-à-dire que dans chaque volume, il y a 200 ou 300 documents qui ne sont pas là simplement comme illustration, mais aussi comme source. Et donc, chaque auteur avait un cahier des charges, et dans ce cahier des charges, il était bien expliqué que, évidemment, le document iconographique, c'était un moteur, une source à part entière, et qu'il fallait la traiter comme telle. Voilà quelques éléments, mais bon, très très génériques, très très généraux. Mais peut-être que ce sera maintenant à Patrick de présenter son objet, et peut-être de confronter aussi nos approches. Je pense que ça pourrait intéresser chacun. Alors, je vous passe donc la parole, Patrick Boucheron, peut-être justement pour répondre à cet objet, et puis peut-être après ensuite lancer la discussion avec Joël Cornette, peut-être deux questions générales auxquelles vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, mais on essaiera de répondre dans cette séance. Dire d'abord, comment est-ce qu'on peut rendre compte des débats qui existent autour de l'histoire de France, en même temps en laissant ouverte la pluralité des regards, hein, première chose, et puis deuxièmement, comment est-ce qu'on fait pour ne pas épuiser ce souhait d'exhaustivité qu'on n'a pas toujours, hein. Je crois que Patrick Boucheron, c'est pas exactement le souhait que vous avez formulé avec vos camarades, collègues de l'histoire mondiale, et comment est-ce qu'on fait pour à la fois dire des choses de la France sans parler de tout, puisque est-ce possible? Oui, c'est toute la question, et je suis vraiment très heureux de pouvoir la discuter avec vous ce matin. Bonjour à tous, merci Joël de vous être prêté au jeu. J'ai été doublement démasqué tout à l'heure. Laurence Angèle a dit que j'étais en retard, et vous avez dit que j'étais votre élève. Je l'ai été en effet, et j'ai déjà dit, je l'ai même écrit, combien au fond c'est vous parmi d'autres, mais vous particulièrement qui m'avez donné l'envie, l'allant, l'énergie, parce que Madame la directrice, vous disiez que s'exposer c'était simplifier. Je dirais volontiers, et c'est en vous entendant aussi pendant des cours que notre maître commun, Jean-Louis Biget, qui avait quand même un imaginaire castriste du discours pour lequel 7 heures, c'était un minimum. Donc c'était des cours, je dirais, exhaustifs que ceux de Joël Cornette dans les années 80, à l'ENS Saint-Cloud, au milieu des années 80, au moment où vous aviez votre premier livre, je crois, Benoît Lacombe, un révolutionnaire ordinaire, qui était un livre très important pour nous, parce que contemporain aussi d'une écriture de l'histoire. Vous partagiez ce personnage avec Claude Simon, des Géorgiques. Et donc, c'est en entendant Joël Cornette que j'ai compris que si s'exposer, c'était simplifier, enseigner, c'est exagérer. C'est un art de l'exagération. Mais ce qui, d'une certaine manière, nous oblige à faire des choix et à écrire. Pourquoi écrit-on? Et pourquoi écrit-on une histoire de France? Certainement pas pour en remplacer une autre. Nos censeurs, effectivement, sont obsédés par le grand remplacement bibliographique, j'entends. D'une certaine manière, au fond, l'étymologie de ce que c'est qu'un auctor médiéval qui augmente la production écrite nous met sur la voie. Il ne s'agit pas seulement, mais en parler dans une bibliothèque serait peut-être le bon endroit pour le faire, d'élargir la masse écrite, le corpus de tout ce qui va se ranger sur les rayonnages des bibliothèques. Non, il s'agit d'augmenter notre expérience. Il s'agit au fond de saisir, de faire sienne d'autres expériences du passé. Et alors l'histoire de France est inévitablement toujours à réécrire, et alors cette réécriture n'est pas une révocation. Notre idée est simple, au fond, en tant qu'historiens professionnels, c'est-à-dire qui faisons profession de rendre disponibles des savoirs que l'on construit, et que l'on construit collectivement. C'est de simplifier, oui, pourquoi pas, d'exagérer parce que c'est une manière de dramatisation, les acquis de la recherche. Et une des innovations de l'histoire de France en 13 volumes que Joël Cornette a dirigé
aux éditions Belin, parce qu'effectivement, ce sont des aventures éditoriales. J'en reparlerai lorsque je parlerai de l'histoire mondiale de la France. C'était d'évoquer ce que vous appeliez l'atelier de l'historien, c'est-à-dire comment ça marche, comment ça fonctionne, comment cette histoire ne nous est pas révélée, comment elle ne tombe pas dessus, comment on n'est pas inspiré lorsqu'on la raconte, mais on a travaillé, et on a travaillé ensemble, et ce travail continue, et donc, inévitablement, cet atelier, il est celui d'un recommencement. Alors, un mot quand même sur peut-être la conjoncture de parution de nos deux livres entre 2009-2010, hein, c'est le début. C'est ça, 2009-2012. 2009-2000, voilà. Ans. Et 10 ans de 2017, préparation. c'est ça, pour l'histoire mondiale de la France. C'est intéressant parce que c'est le moment, au fond, où se crispe, et je l'espère bientôt se décrispe, cette tenaille dans laquelle les historiens ont été sommés de se placer de l'identité, dont Vincent Martini a, à mon avis, de manière, sinon définitive, du moins pertinente pour aujourd'hui, pour poser un diagnostic sur l'aujourd'hui, montrer l'historicité. L'historicité, au fond, de cette question. Faut-il écrire une histoire de France? Et si on ne le fait pas, de quoi est-on coupable? C'était ça, au fond. Moi, pardonnez-moi, comme vous l'avez dit, je suis historien de l'Italie au départ. Voilà, c'est en Italie que j'ai trouvé, avec suffisamment de beauté et de générosité, le livre du passé s'ouvrir devant moi. Bon, ça aurait pu être ailleurs, c'était en Italie. On ne choisit pas. On n'a pas non plus à s'en justifier. Je le dis parce que, au fond, ce contre quoi on doit parler, c'est de cette rumeur qui consiste à dire que si on fait de l'histoire du monde, c'est par ressentiment vis-à-vis de la France. Ça a été dit, écrit, mot pour mot, dans un numéro du débat sur écrire l'histoire du monde. Par quel étrange ressentiment vis-à-vis de leur pays, des historiens jeunes et moins jeunes se sont-ils pris d'affection pour une histoire de grand large? Mais enfin, où a-t-on vu que lire Shakespeare, c'était renoncer à lire Racine? On a quand même le droit de choisir ses objets de curiosité. Au moment, je ne serai pas long, mais c'est juste pour fixer les choses. Et on avait tenté d'ailleurs avec Nicolas Delalande, qui est un de ceux avec qui j'ai coordonné ce livre, Pierre Saint-Garavelou, Yann Potin, Florian Mazel. Et avec Nicolas Delalande, on avait, pour les PUF à l'époque, coordonné un précédent livre qui s'appelait Pour une histoire monde, où j'avais tenté en introduction de définir ce moment, ce contexte-là, où vous publiez cette histoire de France en 13 volumes et où je publie l'histoire du monde au XVe siècle, et où en même temps il y a par exemple la traduction de Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l'Europe, bientôt Romain Bertrand, l'histoire à parts égales. Et au fond, ce qui nous est arrivé, et c'est pour ça je crois, même si on se parle tout le temps, et en particulier à la revue L'Histoire, on est particulièrement heureux d'avoir cette discussion publique, à ce moment-là on nous a opposés. Oui. Voilà, et il y avait un risque d'ailleurs que cette histoire de France soit considérée comme une sorte de renfermement hexagonal sur une sorte de d'identité crispée. Or, je pense que c'est pas possible, c'est même pas pensable. Et on s'est aperçu d'ailleurs dans ce débat que le terme même d'identité ne se retrouve pratiquement pas dans aucun des 13 volumes. C'est-à-dire que les auteurs ont travaillé sans cette espèce de surmoi inquisiteur, assignant en quelque sorte le fait que c'est indigne de faire une histoire de France parce que maintenant l'heure est à la mondialisation, à l'interconnexion des civilisations. Et c'est vrai que la coïncidence de l'histoire du monde de Patrick et puis l'histoire de France, ça paraissait presque contradictoire. Or, je crois que c'est pas contradictoire du tout. On peut tout à fait concevoir une histoire effectivement hexagonale, mais qui expérimente des manières de faire l'histoire, parce que tous les historiens qui ont travaillé dans ces volumes, ils avaient 40 ans à l'époque, c'est justement, je voulais cette génération. C'est-à-dire des jeunes qui sortent de thèse, qui sont en plein dans leur travail d'invention
compréhension historique. Et donc la France est un formidable terrain d'expérimentation intellectuelle et historien. Et ça, c'est important. Et là, c'est pas un enfermement. C'est au contraire une ouverture, je dirais, des manières de faire l'histoire, de dire l'histoire à travers la violence, à travers la croyance, à travers l'événement, à travers même la figure de la personne. Et on trouve tout ça dans ces histoires de France. Donc c'est une histoire très ouverte, je crois, épistémologiquement. Alors justement, peut-être il faut préciser pour notre public qui n'a pas forcément lu vos ouvrages que c'est le point commun, je crois, à l'histoire mondiale de la France. Oui, c'est étonnant, mais ça arrive encore. Le point commun, je crois, de votre histoire de France et de l'histoire mondiale de la France, c'est justement cette volonté de travailler en collectif d'abord, et justement avec plusieurs générations d'historiens, à commencer par ceux qui, sortant de leur thèse, parfois même n'avaient pas fini, mais enfin ils ont commencé des travaux de recherche importants, précis, eh bien contribuent à un récit global. Ça, je pense que c'est vraiment le point commun. Peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est que Patrick Boucheron et Joël Cornette montraient peut-être aussi vos singularités de vos approches, l'un par rapport à l'autre. Vous connaissez bien vos travaux respectivement, bien entendu, mais peut-être que là, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre pour le public, justement, comment est-ce que vous avez voulu, dans votre singularité, présenter une façon de mettre en scène, mettre en récit l'histoire de France. Allez, Patrick Boucheron. On va commencer l'histoire mondiale et puis on va venir à l'histoire de France. Oui, on va en venir évidemment à nos différences. On n'en a pas encore tout à fait fini sur nos convergences. Précisément parce que à ce moment-là, j'y reviens. Oui. Pourquoi on ne pouvait que nous opposer à ce moment-là et pourquoi, au fond, ce temps était inévitable, mais que nous avons aujourd'hui à travailler collectivement, à le dépasser. Voilà. Oui, c'était un moment, le début des années 2000, enfin depuis 2007 en fait, en réalité, parce qu'on ne va pas se mentir. Il y avait effectivement une sorte d'exaspération du débat identitaire qui rendait difficile, au fond, la position calme, modéré, élargi que vous défendiez, et d'une certaine manière le succès des volumes Belin a montré un premier dépassement par l'écriture au fond de ces injonctions. Et de notre côté, nous n'avions aucune agressivité vis-à-vis effectivement de l'histoire de France en proposant une histoire du monde au XVe siècle. C'était juste, effectivement, on ne cherchait pas à s'opposer à quiconque, on cherchait juste à assouvir une curiosité et à, au fond, gagner des gains de savoir. Bon. L'histoire mondiale de la France est une proposition pour, d'une certaine manière, acter le fait que ce débat, ce faux débat, est dépassé. Puisque c'est une manière de dire que, puisque au fond l'histoire mondiale n'est pas un objet, c'est pas un objet de substitution, c'est pas un objet de ressentiment vis-à-vis de quiconque, c'est juste une attitude, c'est un travail, c'est la nouvelle manière que nous avons aujourd'hui de voir n'importe quel objet. Le monde n'est pas une échelle, le monde est un souci. Et c'est notre souci commun parce que la condition historique nous a ainsi changé. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, histoire mondiale de la France, mondiale, est dans le titre presque provisoire. C'est-à-dire que nous avons le sentiment que c'est l'histoire à venir, pour reprendre le titre d'un festival qui à Toulouse s'ouvre demain. C'est l'histoire à venir. On l'écrira ainsi, et elle va finalement s'imposer quand elle n'aura même plus besoin de s'énoncer comme telle. Et je ne doute pas qu'effectivement déjà, dans l'histoire de France, de Belin, il y avait cette volonté. Donc, juste ça, juste montrer, rendre visible, donner à voir la manière dont les historiennes et les historiens travaillent. Et montrer de quel écart, au fond, déjà, quel écart est sensible entre ce travail des historiens et les attentes de quelques politiques qui, au fond, avec une grande candeur, eh bien, avouent que l'histoire dont ils ont besoin ne peut pas être écrite par les historiens. Et c'est ça, au fond, c'est de rendre, d'acter, de faire constater le fait que, au fond, lorsqu'on travaille avec suffisamment de sincérité et de probité à un objet, on le rend indisponible, proprement irrécupérable. Et donc l'histoire mondiale de la France, c'était ça. C'était d'abord un projet éditorial aussi, des éditions du Seuil,
autour de Séverine Nickel, dans un moment particulier qui était la fin de cette année 2015 sur laquelle effectivement s'achève notre livre, une volonté au fond de reprendre la main dans un débat qui semblait d'une certaine manière échapper aux historiens de métier, et de le faire ensemble, de le faire collectivement, de le faire de manière enjouée à partir des dates. Et là, on peut avoir une discussion sur la périodisation, parce que c'est là peut-être effectivement que nos entreprises communes divergent. Joël Cornette. Oui, la périodisation, c'est vrai qu'il faut en parler. L'histoire, c'est d'abord une chronologie. Chronos logos, c'est un discours sur le temps. Et donc la manière dont on aborde le temps et les temporalités multiples, je crois, déterminent le sens de l'écriture. Bourdelle a écrit des pages magnifiques, évidemment, sur ces étagements de temps et sur la manière, justement, d'intégrer l'événement dans des durées, dans des nappes sociales, économiques, qui n'obéissent pas au même mécanisme. D'où, évidemment, la difficulté. Et aussi l'originalité de la France, parce que je crois que l'une des premières réflexions qu'on a eues pour construire cette histoire, c'est de dire que c'est l'État qui, d'une certaine manière, a été le moteur. Alors ça peut être l'objet d'une discussion. Et est-ce que c'est pas une spécificité française que cet État moteur soit la matrice, je dirais, enfin, on parle beaucoup du maître des horloges actuellement sur le plan politique. Le maître des horloges de l'histoire France, c'est je dirais le chapiteau politique, c'est-à-dire la royauté, la monarchie. Et donc la monarchie a été vraiment le moteur du découpage. Si vous allez en Allemagne, si vous allez en Italie, je pense que la temporalité obéit à tout autre mécanisme. Et Patrick pourra évidemment en parler 10 000 fois mieux que moi. Mais voilà, ça a été ça le moteur. C'est-à-dire un moteur monarchique qui a, disons, déterminé le découpage. Et donc, voilà, on a donc toute une série de périodisations où le politique l'emporte. Avec des ruptures, et c'est pour ça qu'on a isolé, je parlais tout à l'heure des rois absolus, entre 1630 et 1715. La révolution Napoléon, c'est vrai qu'il y a là un ensemble tout à fait intéressant qui a permis d'éviter la rupture qu'on établit souvent de façon un peu artificielle en 1799. Donc là, on voit très très bien les continuités, les ruptures aussi, entre révolution et empire. Et voilà, je crois que cette histoire est emportée par le politique. Alors c'est ça qui a été le déterminant. Je ne sais pas si Patrick... Oui, mais tout à fait. Vous le dites très bien, parce que vous êtes un historien du politique, de l'État, de la construction, de l'absolutisation de l'État. Et c'est cela, au fond, ça ne nous sépare pas, mais c'est une différence d'accentuation. Voilà. Le plus visible, au fond, dans cette entreprise historiographique très ambitieuse, très imposante et très complexe évidemment à l'intérieur de chaque volume, c'est ce que montrent les tranches des livres qui tranchent précisément la chronologie. C'est 481, 888, 888... je ne sais plus, mais enfin, et à chaque fois, ce sont des dates qui sont des dates toujours politiques ou dynastiques, oui. ou en tout cas qui ont affaire à la construction de l'État. Le premier volume, refuse la question des origines de la France, puisqu'il s'appelle la France avant la France. Mais la France avant la France, est-ce que c'est encore la France? En tout cas, c'est une histoire de France qui commence avec Clovis. Et votre introduction disait de Clovis à Chirac. Et ça fait drôle aujourd'hui. Mais voilà. C'était 2005, ah oui, donc c'était de Clovis à Chirac. C'est une conception qui, à mon avis, est très utile parce que c'est celle qui a cours aujourd'hui. Ne croyez pas un mot, évidemment, de ceux qui disent qu'on n'enseigne plus l'histoire de France, qu'on n'enseigne plus l'histoire des rois. On ne fait que ça. Ben oui. Du matin au soir, et le lendemain, on recommence. Parfois, certains s'échappent un petit peu de cette autoroute mainstream et donc se font taper sur les doigts comme de vilains écoliers. Mais à partir du moment où c'est ce qu'on fait, et en particulier à l'école, autant que ça soit bien fait, et c'est pourquoi, effectivement, le succès de votre livre, il a été une bonne nouvelle pour tout le monde, parce que, ne serait-ce que les enseignants avaient effectivement quelque chose de
à jour, à se mettre sous la dent. Alors, si vous voulez effectivement qu'on commence à dresser ensemble l'inventaire des différences, on nous a reproché dans l'histoire mondiale de la France de ne pas faire d'histoire de France, mais de raconter des histoires dans France. Et de fait... Ou d'hors de France même. Ou hors de France, oui. Alors, de fait, alors même si effectivement la date comme opérateur de chronologie nous oriente vers le politique, pas seulement, aussi le culturel, etc., les événements de pensée, et qu'il nous faut être un peu volontariste pour en choisir d'autres qui feront voir, je sais pas, l'étang de Montadis s'assécher au milieu du XIIIe siècle, ou Rachy, le rabbin de Troyes, devenir un auteur français à sa mort en 1101. Tout cela, effectivement, ne constitue pas à proprement parler une chronologie de l'histoire de France, mais on a tenté, au fond, de dépolitiser cette histoire à partir d'une conception qui, et c'est là effectivement peut-être l'opposition, ou en tout cas la complémentarité, Joël, oui. Une histoire qui, au fond, ne se raconte pas comme une histoire généalogique. Voilà. Parce que dans le premier volume, encore une fois, je commence par le Moyen-Âge, mais encore une fois, impeccablement, c'est Geneviève Burère-Téléry et Charles Mériot qui l'écrivent, impeccablement à jour justement de cette nouvelle histoire politique de la France médiévale. Et ben voilà, on est quand même, on la raconte comme un lignage, c'est-à-dire qu'on a les Mérovingiens, puis après on a les Carolingiens. Oui. Mais les Mérovingiens, ils règnent sur aujourd'hui la zone 5 du RER. Oui, donc on peut, voilà. Alors on peut effectivement décrire la France comme l'histoire d'une tache d'huile. Mais on peut aussi dire qu'à ce moment-là, d'autres histoires, dans ce qu'on appelle en France, se déroulent. Alors absolument, c'est sur ce point-là que j'aimerais... Je peux d'autant mieux être d'accord avec ce que vient de dire Patrick, que je suis aussi, vous l'avez rappelé, historien de la Bretagne, et que donc, en écrivant sur la Bretagne, par définition, je suis un peu schizophrène. D'un côté, il y a l'histoire de France centralisée à partir du roi, à partir de l'État, et quand j'écris de l'histoire de la Bretagne, je suis obligé, évidemment, de me bretoniser, d'ailleurs je suis breton, et donc là, d'une certaine manière, c'est une autre temporalité, une autre chronologie, et ce n'est plus le chapiteau politique qui l'emporte, puisque nous sommes dans une nappe, dans une durée, dans une société, dans une sociabilité, dans une culture tout à fait autre. Mais en même temps, je suis obligé de constater l'agression de l'État central. Donc de fait, je retrouve, je dirais, le chapiteau politique, puisque la grande rupture de l'histoire de la Bretagne, excusez-moi, ça fait rentrer dans les détails, c'est la révolte des Torébènes, les bonnets rouges de 1175, c'est pas un hasard d'ailleurs si on en parle aussi en 2013. Et qu'est-ce que c'est les bonnets rouges de 1675 ? C'est la violente réaction de l'agression étatique, en l'occurrence Louis XIV. Et Louis XIV casse vraiment en deux l'économie bretonne. Et on sombre là dans une espèce de longue durée noire, de siècle noir, bécassinien, si je puis dire, de la Bretagne de 1675 jusqu'en 1950. Voilà. Donc voilà une autre chronologie, mais qui est à l'ombre du chapiteau politique français, qui s'impose et se surimpose sur l'histoire bretonne. Bon, c'était un exemple. Non, mais justement, c'est pour qu'on comprenne bien un peu justement vos complémentarités, c'est que vous avez tous les deux, je crois, le souci du décentrement. Décentrement, c'est ne pas partir de cette histoire qui ne serait qu'une histoire de l'État central, finalement, et de sa diffusion, ou sa construction, une construction de l'État. L'histoire de France qui est très souvent l'histoire de la construction de l'État depuis Clovis jusqu'à Jacques Chirac et Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pourriez peut-être dire, justement, à Patrick Boucheron, sur le rapport à cette histoire événementielle, finalement ? La question de comment est-ce qu'on choisit les événements. On voit bien là qu'il y a une petite différence entre vous. Vous avez choisi de faire une série d'événements dans un ordre, c'est ce que disait Patrick Boucheron. Patrick Boucheron et ses comparses ont choisi plutôt de choisir des histoires des fois corollaires, un petit peu en décalage par rapport à ce qu'on imagine être l'histoire de France jusqu'à présent. Alors, comment est-ce que vous pouvez là-dessus présenter la singularité de votre approche ? C'est vrai, mais c'est pas nécessairement une critique. C'est vrai qu'en lisant l'ouvrage de Patrick, qui est vraiment formidable, et je ne veux en aucune façon m'inscrire dans une sorte de registre polémique, il y en a eu beaucoup et sans doute trop, mais c'est vrai que j'ai été surpris de ne pas trouver certaines dates qui elles-mêmes ont une résonance extra-française. Je pense par exemple à l'Édit de Nantes, il est question de la révocation, mais c'est vrai que un gros plan sur quand même 1598 aurait été important.
Non, pas parce que c'est Nantes, parce que la France invente finalement quelque chose pour le monde qui est essentiel, qui est la séparation du politique et du religieux. L'homme se coupe en deux, une partie privée, une partie publique. La partie publique, c'est l'obéissance à la loi du roi. La partie privée, c'est le fort privé qui est totalement libre. Et ça, c'est une invention, j'oserais presque dire mondiale, extraordinaire. Autre chose, Henri IV n'apparaît pratiquement jamais. Alors, je ne suis pas encore une fois royaliste, je ne suis pas en train de défendre une histoire des rois, mais disons, dans la simple chronologie, puisqu'on parle de flux événementiel, il est évident que le moment Henri IV est un moment absolument capital. Je ne suis pas pro-henricien, évidemment, mais un moment absolument capital, parce qu'après la rupture des guerres de religion, qui a été un traumatisme terrible de l'histoire de France, il se passe là un moment, un événement, une personne qui mérite un regard. Alors peut-être que ça n'entrait pas dans justement cette histoire mondiale de la France. Mais voilà, donc c'est, je dirais, le seul élément, non pas du tout négatif, mais le seul élément peut-être un peu sinon de regret, du moins de surprise, en lisant le... Voilà, mais Patrick Boucheron. Oui, je vais y répondre. C'est vrai que la plupart des critiques, il y en a eu d'autres. C'est pas une critique, c'est simplement une interrogation. Si, c'en est une. Mais justement, on mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'est non, même. Non. On est quand même. Notre idée, c'était de réconcilier la méthode critique et l'art du récit. Donc, faire récit des critiques, c'est quand même notre métier. L'essentiel, effectivement, des critiques qui étaient adressées au choix des dates. Celles qui ne comprenaient pas que effectivement un événement se choisit et que en choisir certains, c'est pas en refuser d'autres, se plaçaient d'eux-mêmes en dehors des règles de notre métier. Mais ceux qui, avec au fond sincérité et bienveillance, nous disaient pourquoi ceci et pas cela. D'abord exprimaient au fond une critique qui nous plaisait bien, parce que dès lors que la critique au fond c'est qu'il n'y en a pas assez. C'est encore, comme la formule psychanalytique du encore, c'est plutôt bon signe. Et effectivement, on aurait pu en faire bien d'autres. Et c'est là où il y avait un éditeur qui, à un moment donné, comptait les cahiers et disait on va bien s'arrêter quelque part. Mais que ça ne fasse pas chronologie est quelque chose que je peux assumer. L'idée n'était pas, au fond, de proposer un récit ordonné de l'histoire de France, mais de l'éclairer par une collection d'intrigues parce qu'on a travaillé avec ardeur et enthousiasme, et donc quand on c'est formidable de travailler ensemble, et rapidement, et donc il y a des moments de ferveur où on a des idées absurdes. Et c'est intéressant de se souvenir des idées absurdes. Par exemple, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi on est obligé de les classer par ordre chronologique, ces dates ? Pourquoi on ne pourrait pas, au fond, les secouer, puisque c'est finalement ce qui nous intéresse, c'est que chaque date est une intrigue, et qu'on oriente le lecteur, on lui conseille de ne pas le lire dans l'ordre. On lui en suggère bien d'autres, des lectures traversières. Et au fond, pourquoi faudrait-il toujours dévaler une pente ? Peut-être justement dire un mot sur comment est-ce que vous avez du coup choisi ces dates, peut-être ? On les a choisies d'abord en tentant d'être fidèles aux rendez-vous, ou les grands rendez-vous du légendaire national, c'est-à-dire ne pas faire une contre-histoire, ne pas proposer un récit des à-côtés de l'histoire, mais les grands noms, mais les grands moments, mais les hauts lieux y sont. Et cette premier sommaire, au fond, qui était ce que nous voulions faire, puisqu'il s'agissait de subvertir, au fond, subtilement, un art du récit qui s'ordonne effectivement majestueusement par des grandes dates. Ensuite, dans un deuxième temps, on l'a épaissi, on l'a peuplé, on a rajouté des dates plus surprenantes qui nous permettaient effectivement d'élargir la perspective, de l'ouvrir, de faire rentrer d'autres acteurs, pas seulement politiques, populaires. Et il y a d'autres critiques
Joël, de cette entreprise, qui sont parfaitement admissibles. Nous rendons visible, au fond, le travail des historiennes et des historiens, je le redis. Ça veut dire qu'au fond, nous exposons leurs préoccupations. La préoccupation aujourd'hui de celles et ceux plus jeunes que nous qui travaillent sur l'histoire de France est une préoccupation politique, culturelle, un peu moins sociale. Je le remarque, au fond je le regrette. Nous avons été formés par les mêmes maîtres. L'histoire sociale, l'histoire du mouvement ouvrier, tout cela est atténué aujourd'hui. J'aurais bien... Mais seulement, voilà, on proposait aux gens d'écrire. Certains acceptaient, d'autres refusaient. Bon, on leur proposait, ils refusaient. Bon, voilà, ça c'est leur choix. Et puis ils écrivaient comme ils voulaient. Et donc on a là aussi, comme un sismographe, des inquiétudes contemporaines. 122 historiennes et historiens qui rassemblent dans une communauté de méthode, pas d'intention politique, ce qu'ils savent et ce qu'ils croient nécessaire de diffuser parmi ceux qu'ils savent. Joël Cornette, sur ces Oui, questions. tout à fait. Finalement, Histoire mondiale, c'est aussi un atelier de l'histoire en soi. C'est-à-dire que chaque date, c'est une expérimentation d'écriture. Et c'est ça aussi qui est très séduisant. Alors, justement, j'ai l'air de me contredire, mais c'est pas une histoire totale de la France. Ça n'a pas été présenté comme cela. Donc, on peut admettre effectivement des manques, voilà. Mais en même temps, on peut pas concevoir une histoire exhaustive. Là, 10 000 pages, l'histoire de France, et jamais je ne dirais que c'est une histoire totale, complète. Non, c'est une histoire problématisée, une histoire qui interroge, une histoire question, voilà, mais qui n'a pas les réponses à tout. Ça aussi, c'est, je crois, important. Et je reviens à l'atelier de l'historien de l'histoire de France, là, que j'ai piloté. L'atelier de l'historien, c'est des interrogations. C'est une série d'incertitudes. Je crois qu'on travaille aussi sur l'incertitude. Enfin, je ne sais pas si Patrick sera d'accord, mais une incertitude féconde. Il ne s'agit pas de dire ça n'a pas existé, évidemment. Les faits sont têtus, a écrit Lucien Febvre. Évidemment, un événement est là, mais la Saint-Barthélemy, par exemple. Vous voyez, la Saint-Barthélemy, incroyable. Un événement terrible de l'histoire de France dont on ne sait rien. Et je dis qu'on ne sait rien. C'est-à-dire, vous lisez Denis Crouzet, qui écrit 500 pages sur la Saint-Barthélemy. On ne sait rien. Pourquoi ? Parce que, au niveau terminal de l'État, c'est l'opacité, c'est les mystères de l'État, et on ne saura jamais ce qui s'est dit entre qui et qui, entre Catherine. Enfin, je ne vais pas vous raconter la Saint-Barthélemy, mais voilà un exemple. Et voilà, événement majeur de l'histoire de France, évidemment, de rupture totale, qui provoque des flots d'écriture, et ces flots d'écriture aboutissent, non pas à une impasse, mais à un mystère. D'ailleurs, un livre s'appelle Les mystères de la Saint-Barthélemy, et dans l'atelier historien, il y a une grande partie justement qui est consacrée à ce mystère. Voilà un exemple d'histoire-problème. Voilà, et quelques siècles après, malgré des tonnes et des tonnes d'écriture, on en est là à ne pas savoir. Et donc, le pas savoir, c'est aussi, je crois, tout à fait intéressant. Et il faut admettre, voilà, peut-être des impasses, peut-être des mystères, peut-être laisser à l'histoire de France une opacité, y compris dans des volumes, dans 10 000 pages de textes, de cartes. Oui, j'ai pas aussi parlé à une des originalités de l'entreprise Belin. Ça a été une cartographie, enfin, je pense formidable, puisque 450 cartes différentes, à toutes les échelles. D'ailleurs, on n'a pas parlé des échelles, mais l'histoire se mesure à des échelles d'espace-temps. Ça peut être la micro-histoire d'un village, d'une ferme. Ça peut être aussi la planète entière, la Terre entière. Et donc, l'histoire de France joue sur tous ces niveaux, ces étagements successifs d'espace-temps qui sont visualisés dans une cartographie particulière. Et c'est vrai que Patrick parlait de l'importance de l'éditeur. Séverine Nickel est évidemment à l'origine de l'histoire mondiale. Et chez Belin, j'ai rencontré une femme formidable parce que c'est toujours des rencontres humaines qui sont à l'origine des projets éditoriaux. Elle s'appelle Marie-Claude Brosselet. Et il faut que vous sachiez que Belin était, je parle au passé, était la seule maison d'édition, je dirais, privée, familiale, depuis 1777. Je dis bien 1777. C'est-à-dire que d'un trait, on traverse le siècle des Lumières jusqu'à aujourd'hui. Marie-Claude Brosselet, l'héritière, était l'héritière, et toujours l'héritière familiale de la famille Belin originelle. Et donc, c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'elle me raconte toujours, Marie-Claude, que les premières entreprises de Belin, c'était des entreprises encyclopédiques. C'est-à-dire, voilà, des espèces de sommes.
Et je trouve assez intéressant que, au-delà du temps, on retrouve justement dans cette entreprise, parce que Belin a été la seule maison d'édition à accepter ce pari du sort de France, qui risquait évidemment, parce que le risque c'était le Titanic. Si ça ne marchait pas, c'était évidemment la catastrophe absolue. Et donc il y avait toujours ce doute, et il y a toujours ce doute chez un éditeur. Alors peut-être dire un mot, parce que je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Patrick Boucheron, sur l'idée de, à moitié en plaisantant, mais qu'à moitié seulement, qu'il y avait une nécessité de subvertir aussi une histoire officielle. Alors je voudrais revenir sur cette question-là, si vous êtes d'accord, avant qu'on donne la parole au public. On a encore 7-8 minutes avant de pouvoir prendre des questions du public, sur cette idée de subversion, parce que cette idée de subversion, je crois qu'elle soulève l'idée qu'il y aurait un récit légitime, un récit illégitime, un récit national. Encore une fois, on tourne encore autour des usages politiques de l'histoire, dont vous avez dit tous les deux qu'ils ont été, dans les périodes où vous avez écrit, chacun, l'un et l'autre, des intenses débats qui commencent en 2007, peut-être probablement même un peu avant, et qui, déjà au tournant des années 2000, jouent un rôle croissant dans la société. Et j'ajoute même, je le disais dans le petit l'article du 1, que, en fait, dès 1979, Alain Decaux signe un article qui avait fait scandale, ou en tout cas beaucoup d'impression dans le Figaro Magazine, en disant « On n'apprend plus l'histoire de France à vos enfants ». Et là, on voit bien le lien, d'ailleurs, entre création de l'histoire, ou en tout cas mise en récit de l'histoire, et puis son apprentissage. Mais c'est une autre enjeu. Donc, sur cette question de subversion et de récit officiel, peut-être que l'un et l'autre, vous pourriez nous parler de votre démarche, justement, par rapport à cette mise en récit officiel et la volonté, je le dis, peut-être le terme, mais on va voir si vous le faites vôtre, cette idée de subversion. Depuis cette tribune d'Alain Decaux, les rôles sont distribués. Et ils le sont une fois pour toutes. Et refaire cette polémique, c'est s'éloigner sans cesse davantage des pratiques réelles de l'enseignement. Donc, au fond, je veux bien en parler, mais avec cette précision qu'en parler de ce que Alain Decaux, maintenant d'autres académiciens pensent de ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans les classes d'histoire, c'est intéressant peut-être comme objet de l'histoire intellectuelle, mais ça n'a rien à voir, on est bien d'accord, avec la question de la pédagogie et des pratiques réelles d'enseignement. À partir de ce moment-là, de la fin des années 70, les rôles sont distribués, et ils sont distribués avec effectivement une répartition des arguments qui ne va plus changer. C'est-à-dire qu'on va empiler la nécessité de l'histoire de France, de la raconter de manière populaire, et de la raconter avec des dates. Voilà. En gros, c'est ça. On va, de manière indifférente, dire « vous êtes chiant », c'est ça, vous êtes universitaire, donc vous n'intéressez personne, donc il faut laisser faire les raconteurs professionnels, qui, eux, ne méprisent pas la chronologie, alors que depuis, là, intervient la boîte à fantasmes, l'école des annales. Vous ne vous intéressez plus à la chronologie, à l'histoire politique, etc. Et en plus, vous n'aimez pas la France. Voilà. Donc, toute cette fatalité d'arguments enchaînés, on a voulu effectivement la déjouer. Et subvertir, je le dis encore une fois, un récit. Alors, est-il traditionnel? Est-il légitime? Mais nous sommes traditionnels et légitimes. Enfin, moi je veux bien accumuler tous les honneurs, mais j'aurais pas celui de la transgression. Nous sommes l'histoire, c'est bien ça qui leur a posé problème. Oui. La légitimité universitaire, elle est là. Oui. Et donc, pardon, mais je veux dire, lorsque on demande à Anouch Kunt de raconter l'arrivée à Marseille en 1922 des Aznavourians, et non seulement effectivement de la famille de celui qui va devenir le Français le plus célèbre dans le monde, mais la raconter comme une sorte de contre-coup d'une histoire mondiale qui est l'effondrement de l'Empire ottoman et c'est évidemment ses répercussions, le génocide arménien, et donc les centaines de milliers d'Arméniens qui arrivent en France, lorsqu'on lui demande de raconter cela, on le demande de raconter je le répète, à Anouch Kunt, qui a écrit la thèse de référence sur l'émigration arménienne en France. Il n'y a rien de plus légitime que cela. C'est l'histoire légitime, c'est celle qui s'enseigne, qui s'apprend, qui se cherche. Voilà. Mais simplement, on en fait récit.
Je ne peux que adhérer à cette idée. Je pense qu'on défend tous les deux, de manière différente mais complémentaire, ce qu'on pourrait appeler une histoire publique, c'est-à-dire une histoire qui est rendue à chacun et qui rend accessible justement, peut-être, c'est ce que je disais au début, la recherche la plus exigeante, scientifiquement, correcte évidemment, qui sort des séminaires, qui sort des thèses, qui sort du travail solitaire, y compris à la BNF bien sûr, et dans les archives. Et c'est ça en tout cas c'était ça mon point de vue. Et je sens... J'ai une fibre d'enseignant, enfin je le dis vraiment, hein, sans aucun cocorico évidemment. Je suis enseignant, et l'enseignant c'est celui qui transmet. Et je crois qu'on a un devoir de transmission. Et je pense que c'est exactement ce qu'on a voulu faire, mais de façon différente chacun, mais absolument complémentaire. Et c'est cela, je crois, vraiment la définition de l'histoire publique. Sur le rapport justement subversion, récit, comment est-ce que vous avez dépatouillé d'une certaine manière, parce qu'il faut redire quand même que ce travail d'historien, ce travail d'universitaire, c'est aussi un travail, il y a une dimension de bricolage, je le dis au sens noble, c'est-à-dire qu'on bricole avec un matériau immense, dans votre cas l'histoire de la France, donc en plus des millénaires d'histoire. Comment est-ce que justement vous avez pensé ce rapport entre le récit et la subversion ? C'est le récit. Je pense que l'idée que je suggère toujours aux auteurs, c'est de prendre le lecteur par la main, c'est-à-dire il s'agit de raconter une histoire au sens vraiment le plus noble du terme, et cette histoire elle est riche, elle est plurielle, elle est faite de doutes, elle est faite d'archives, elle est faite de débats, elle est faite de combats, voilà. Et je pense que si un livre est réussi, le lecteur doit être accompagné. C'est-à-dire beaucoup de livres d'histoire ne marchent pas parce que l'auteur n'a pas pris conscience qu'il écrit pour quelqu'un d'autre. Il n'écrit pas pour lui, il n'écrit pas pour ses pairs, PAIRS. Hein, c'est pas un jury de thèse, un livre d'histoire. Un livre d'histoire, c'est la transmission. Patrick a une très belle expression, une histoire entraînante. Voilà, je crois qu'il s'agit d'entraîner l'autre, celui qui lit, dans une aventure. Et l'aventure du temps, l'aventure du passé. Et je pense que la réussite, évidemment, l'histoire mondiale, et aussi la réussite de Belin, ça a été finalement la réponse du public, des lecteurs. Parce que finalement, c'est le lecteur qui a toujours raison. Si un livre ne marche pas, c'est que le lecteur a raison. Le livre n'est pas bon. Et donc pourquoi ? C'est un problème d'écriture. Et c'est vrai que l'écriture, alors c'est la cuisine, hein. C'est vrai que je passe des heures et des heures à relire. Actuellement, je suis sur la Mésopotamie, puisqu'on a entrepris une grande aventure des mondes anciens. Je suis là sur les épreuves, et c'est vrai que je relis ligne à ligne, je chasse les répétitions, les virgules. Enfin bon, c'est la cuisine. Mais à la limite, personne n'a à savoir cette cuisine. Mais le résultat, c'est le résultat qui compte. À la limite, personne n'a à savoir ce qui se passe derrière le livre. Sauf, évidemment, l'atelier, c'est-à-dire les sources, la matière. Mais il reste le travail éditorial qui est essentiel. Et c'est ça qui fait, je crois, qu'un livre marche ou ne marche pas. Peut-être avant qu'on prenne une question du public, Patrick, un dernier mot sur la question de plaisir, parce que c'est un terme qui revient souvent sous votre plume et dans vos interviews. Et je crois que là, c'est vraiment ce que vous partagez avec Joël Cornette. C'est le plaisir d'être historien, le plaisir de raconter cette histoire, et puis le plaisir de voir le public s'en emparer. Oui, il y a une joie un petit peu forcée dans l'histoire mondiale de la France parce que, évidemment, même si on n'a pas à savoir, comme vous le dites, quelles étaient nos intentions, on peut quand même les deviner lorsque je dis que c'était à la fin de l'année 2015. Cette gravité, au fond, qui était celle de reprendre la main sur non seulement un débat public, mais au fond une manière de... Oui, vous avez raison, de s'adresser, de s'exposer. On avait le sentiment qu'il fallait, au fond, l'entraîner, oui, dans une narration plaisante. Et alors, peut-être de manière un peu appuyée, le principe de plaisir, celui que le lecteur pouvait trouver à justement déjouer les fausses continuités d'une chronologie, à lire à l'envers, etc. Le principe de plaisir était affiché dans ce qui n'était pas une introduction, mais une ouverture. Et puisque, effectivement, on fait allusion au débat et à la polémique que ça a suscité, ceux qui, effectivement, étaient brusqués par ce livre, y ont vu un acte de guerre. Et au plaisir revendiqué s'opposait la guerre. Et la guerre est revenue, parce que, en tout cas, dans l'imaginaire, c'est intéressant. En quoi écrire un livre, si c'est ce que vous dites, Joël Cornette ? En quoi c'est la guerre ? À un moment, parlons-en. Pourquoi pas ? Nous avions aussi, effectivement,
sinon des intentions, du moins des espérances politiques. Celle, au fond, de défendre avec suffisamment de netteté, de clarté, d'honnêteté, de probité, une manière d'écrire l'histoire, et donc qui engageait quelque chose sur ce que nous pensions nécessaire de dire sur la France, son histoire, plus globalement peut-être, sur la manière qu'on a de vivre en société et de dire « nous ». Voilà. Et que ce « nous » ne soit pas excluant. Ça, on l'a dit, on l'a écrit, on l'affirme. C'est d'une certaine manière ce qui est en jeu aujourd'hui. Est-ce que c'est ça, écrire l'histoire? Oui, bien entendu. On ne va pas se voiler la face. C'est un geste politique. Cette poétique de l'histoire dont vous parlez, elle débouche ultimement sur une position politique qu'il faut expliciter. Et au fond, moi, ce qui me touche dans la réception du livre, c'est pas seulement son succès public, c'est que justement, ça a touché un nerf. Ça a touché un nerf. Il y a eu un débat. Ce débat a été plus ou moins plaisant, plus ou moins apaisé, mais en tout cas, il a permis d'expliciter des positions. On y voit un peu plus clair. Et donc, on sait à qui on a affaire aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose d'important. On peut en discuter. C'est devant nous et c'est pas justement seulement à nous. Bon, bah justement, c'est l'occasion sur ces mots d'ouvrir une discussion. On a environ une petite vingtaine de minutes avant la table ronde suivante pour prendre vos questions. Alors, avant que je vois des mains déjà se lever, on va les prendre par 2 ou 3. Je vous demanderai juste, s'il vous plaît, parce qu'on a peu de temps, de privilégier les questions aux commentaires et d'avoir des questions qui soient courtes pour que nos intervenants puissent eux-mêmes avoir des réponses courtes et qu'on prenne le maximum de questions du public. Alors, je crois qu'il y a des micros qui peuvent se balader dans la salle. Je vois madame qui levait une main ici. Voilà, ici au 3e rang, parfait. Et puis ensuite, monsieur, juste derrière, au 4e rang. Voilà, madame d'abord. Bonjour, je suis Muriel Prouzet, je suis historienne de l'art et je suis également dans ma petite ville de Seine-et-Marne, présidente d'un club local d'histoire. Face à vous, qui parlez de la grande histoire, nos associations se sentent bien modestes. Néanmoins, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce réseau d'associations. Nous, en Seine-et-Marne, on est de nombreuses associations d'histoire locale. Et nous avons vu surgir avec cela un grand intérêt des habitants pour l'histoire de leur ville ou de leur canton. Ça, c'est la première partie de ma question. Deuxième partie de ma question, on revient à la grande histoire. Il se trouve que sur notre territoire a eu lieu la dernière grande bataille de Jeanne d'Arc, la bataille de Vers-sur-Marne contre Franquet d'Arras. Et je voulais faire un exposé, une présentation sur Jeanne d'Arc, et je me suis trouvée face à des commentaires, notamment d'un professeur d'histoire qui est membre de notre club, en me disant que Jeanne d'Arc, c'était plus un sujet, c'était trop politique, on pouvait plus en parler. Je voudrais connaître votre opinion là-dessus. Très bien, merci madame. Monsieur, une question juste derrière vous. Madame, derrière vous là. Merci. Je serai très synthétique. Peut-on dire qu'en définitive, l'histoire chronologique, c'est un petit peu l'histoire un peu pédagogique et que l'histoire, version de Patrick Beauchamp, sera peut-être plus une histoire du débat politique et du débat historique, et s'adressant peut-être à un autre niveau de lecture, ou à un autre niveau de lecture tout simplement. Très bien, merci beaucoup monsieur. Est-ce qu'il y a une troisième question? Voilà, monsieur, à droite. Ça rejoint un petit peu. À partir du moment où on écrit l'histoire avec une vision politique, est-ce qu'on est encore dans la science? Non, mais c'est une vraie question. D'accord, merci pour ces 3 questions. On va commencer par y répondre. Donc, je rappelle les questions très rapidement. La question des associations locales, l'histoire de Jeanne d'Arc comme personnage peut-être un peu trop politique. Deuxième question sur l'histoire chronologique face à l'histoire du débat politique, qui serait éventuellement là 2 entreprises. Et puis, la question de monsieur sur l'histoire comme science, l'histoire comme débat.
Joël Cornette, puis Patrick Bouchon. Oui, j'allais dire que c'est Patrick qui peut répondre sur Jeanne d'Arc, il est médiéviste. Mais c'est vrai que Jeanne d'Arc, c'est un débat. Il y a des personnages comme ça qui cristallisent beaucoup d'histoires, affectives, identitaires. Anne de Bretagne pour la Bretagne, Jeanne d'Arc en fait partie, parce qu'évidemment elle met en jeu l'identité de la nation France. Mais c'est vrai qu'entre la Jeanne d'Arc historique, réelle, et la Jeanne d'Arc mythifiée, il y a tout un monde. Et dans le livre, enfin dans le tome qui est consacré, pas seulement Jeanne d'Arc, en l'occurrence c'est Boris Boeuf qui a rédigé le volume sur la guerre de 100 ans, elle est à la fois dans la partie récit, et dans la partie atelier de l'historien. C'est-à-dire qu'on a là vraiment deux personnes, comme s'il y avait deux vies, et j'oserais dire que chaque personnage historique a deux vies. Sa vie réelle, en quelque sorte, incontestable, avec des sources, avec des éléments qui permettent de la reconstituer, et puis une deuxième vie imaginaire, imaginée, et d'ailleurs ça a été un des éléments qui m'a permis de faire le cahier des charges pour les auteurs, à partir d'un livre d'une américaine qui a travaillé sur les vies de Louis XI. Mais justement, les vies imaginaires de Louis XI, vous savez, ce universel araigne. Alors on ne sait pas, est-ce que c'est le prototype de l'État absolu, est-ce que c'est le tyran, est-ce que c'est le roi au contraire qui donne la parole à des institutions intermédiaires. Enfin, beaucoup d'éléments de l'histoire de France sont cristallisés dans cette deuxième vie justement de Louis XI. Donc voilà, avec Jeanne d'Arc, on est dans cette ambiguïté de certains personnages qui assument un rôle politique de crispation par rapport au débat contemporain. Mais Patrick, évidemment, parlera beaucoup mieux de Jeanne d'Arc. Patrick, sur Jeanne d'Arc et puis sur les autres sujets peut-être. Mais parce que les trois questions, au fond, engagent, à mon avis, le problème du point de vue en histoire. Et l'histoire, c'est quand même l'art, c'est un art de penser, et de penser contre soi-même. Donc de changer de point de vue en permanence. Dès lors, je ne vois pas d'opposition trop stricte entre une histoire qui explique et une histoire qui raconte, parce que je pense, j'espère, qu'une des manières d'expliquer au sens de déplier les problèmes, c'est de les déployer dans la narrativité. Dès lors, je pense, pour vous répondre, madame, qu'évidemment on parle toujours de quelque part, et qu'on doit toujours s'en souvenir. Cette histoire mondiale de la France par date aurait pu tout aussi bien se dérouler, se déployer, s'expliquer à partir des lieux. Et c'est toujours très important. Lorsqu'on fait un musée, par exemple, je songe à une manifestation que j'organise à Nantes en juin, autour du 10 juin, qui s'appelle Nous Autres, à partir du musée d'histoire de Nantes, du Grand T et de l'université et de l'Institut d'études avancées. Le musée d'histoire de Nantes, pourquoi c'est un beau et vrai musée? Parce qu'il a un point de vue. Il a un point de vue sur l'histoire atlantique. Et ce point de vue, c'est l'histoire d'une ville qui, pendant très longtemps, et on ne le dit pas pour se flageller, ni pour se justifier, pendant très longtemps, a vécu de la traite. Et c'est à partir de là qu'il faut le dire. Jeanne d'Arc, effectivement, on peut distinguer la personne de sa reconstruction mémorielle, mais on n'a pas à s'indigner aujourd'hui du fait qu'elle est tiraillée parce que ça fait un siècle. Michel Vinocq l'avait rappelé dans les lieux de mémoire, ça fait un siècle que Jeanne d'Arc est à tout le monde et à celles et ceux aussi qui veulent bien s'en emparer. La manière dont on en parle dans le livre, c'est évidemment décalé, mais on en parle à partir du traité de Troyes de 1420, qui était le moment où la France et l'Angleterre auraient pu effectivement se fondre dans une seule et même couronne, ce qui était la manière ordinaire en Europe de faire la paix. L'union de Kalmar pour les royautés scandinaves, l'union de l'Espagne et des Espagnes, plein d'exemples comme ça d'union de couronne. C'est contre cela effectivement que Jeanne d'Arc et ses soutiens s'opposent. Mais montrer que cela aurait pu être une possibilité du devenir historique, c'est défataliser le cours de l'histoire, mais c'est ne rien ôter à la figure de Jeanne d'Arc. Au contraire, elle apparaît encore plus surprenante parce qu'elle fait dérailler l'histoire, qui était à ce moment-là assez logiquement ordonnée vers une
vers une possibilité qui était l'union des deux couronnes entre la France et l'Angleterre. Et je vous réponds, monsieur, parce qu'il n'y a pas de raison, effectivement, de se dérober à cette question. C'est une vraie et belle question. Est-ce que l'histoire est une science? Oui, j'en suis à peu près convaincu. Est-ce que c'est une science qui a une portée politique? Je le crois également, parce que l'historien n'est pas condamné à la neutralité. Il ne prétend pas que l'histoire parle à travers lui de manière neutre et transparente. Il a juste une exigence. Et ou plus exactement, ce sont ses lecteurs qui doivent lui rappeler sans cesse cette exigence. C'est de dire de quel point de vue il parle. Et le dire avec suffisamment de probité, d'expliciter, là encore, son point de vue. À partir du moment où il l'a fait, et il l'a fait avec clarté, eh bien, vous pouvez décider de le suivre ou pas, mais vous savez, comme on disait en 68, d'où il parle. Voilà. Et on n'a pas besoin de s'étaler trop longuement sur, effectivement, ce lieu de parole, mais on se doit de le désigner. Joël Cornette, peut-être d'un mot, et puis après on reprend une parole sur cette question. Oui, justement. peut-être de l'histoire-science. C'est vrai que je suis entièrement d'accord avec Patrick. L'histoire est scientifique. Elle s'appuie sur des sources, sur des documents qui sont incontestables, qui forment des séries qu'on peut transformer en graphique, presque en certitude mathématique, sauf, mais j'apporte un bémol, nous travaillons sur du vivant. Et je pense que l'imprévisibilité du vivant, de l'homme... on ne peut pas atteindre le vivant, vraiment. Je prends un seul exemple, les registres paroissiaux. C'est une source formidable qui permet de retrouver les pulsations de la vie, de l'amour, de la mort, mais il y a toujours un doute. C'est-à-dire la transcription par le curé des baptêmes, c'est pas la transcription des naissances. Donc il y aura toujours un flou extraordinaire entre la réalité de la vie et la réalité statistique de l'archive. Et ça, je crois que l'historien, et je suis évidemment totalement d'accord avec Patrick, il faut dire justement ces limites du caractère scientifique de la source et du caractère scientifique de l'écriture qu'on apporte au récit du passé. Je crois d'ailleurs que, pour rajouter un mot sur ce qui a été dit, qu'au-delà de l'histoire, les sciences humaines en particulier connaissent cette accusation en tout cas, cette question, grande et belle question dont parlait Patrick Boucheron, de la question de la neutralité. Et je pense que la formule la plus importante que vous avez prononcée, c'est penser contre soi-même. Il faut apprendre, quand on a un point de vue et qu'on parle de quelque part aussi, en effet, à penser contre soi-même. Et c'est ça qui est, je crois, l'entreprise de tout chercheur en sciences sociales, et pas seulement en histoire, mais aussi dans d'autres disciplines. D'autres questions? On a le temps pour un dernier round de questions, une ou deux questions, parce qu'après, il faut qu'on laisse la place pour la table ronde suivante sur exposer l'histoire. Alors, madame, au fond, mesdames, en l'occurrence, puisqu'il y a deux questions qui viennent à droite, là, est-ce que le micro peut se déplacer ici? Voilà. Merci beaucoup, madame. Oui, bonjour. Vous n'avez pas répondu à la question qui a été posée et qui était fort intéressante sur les deux façons de traiter de l'histoire qui pourraient être une histoire savante. Je trahis peut-être le propos de la question précédente, qui était cette histoire de M. Boucheron serait plutôt une histoire difficilement abordable pour le commun des mortels, et celle de M. Cornette, c'est pas moi qui dis, mais je répète oui. Parce que vous n'avez pas répondu. D'accord, très bien. Alors, deuxième question, derrière vous, madame. Bonjour. Moi, j'avais une question plus de méthodologie historique, justement sur la question de la non-neutralité des sources, déjà, ce constat, et sur aussi la nécessaire probité qui a été rappelée plusieurs fois, et donc à chaque fois se réinterroger sur son point de vue. Est-ce que l'écriture de l'histoire de France aujourd'hui, elle n'a pas grande nécessité à multiplier les points de vue méthodologiques et donc ne pas être l'apanage des historiens, mais aussi celui des archéologues, des historiens d'art, des sociologues, des ethnologues? D'accord, merci beaucoup. Et puis une dernière question, monsieur, puis on terminera là-dessus parce que les réponses ensuite nous emmèneront vers la conclusion de cette séance. Monsieur au milieu, le micro arrive. Oui, bonjour. Vous aviez dit tout à l'heure que les rôles étaient partagés, un peu pour rejoindre madame. Je me posais la question, est-ce qu'il y a une histoire que font les historiens dans les livres et qu'est-ce qu'on fait du côté des médias? Qui médiatise l'histoire? Est-ce que ce sont les conteurs?
Est-ce que ça va entre YouTube et Stéphane Bern? Comment faire? Bien sûr. Merci, parce que c'est une question, je crois, très importante. La façon dont l'histoire est présentée dans les médias. Donc je rappelle encore une fois pour nos deux intervenants. Première question, et peut-être il semblerait qu'on vous y ait pas été assez clair ou convaincant pour nos auditeurs, j'allais dire nos participants. Sur la question du savant et du populaire, la question de la méthodologie historique, et troisième question sur les médias. Oui, elle se regroupe un peu aussi ces questions. Et j'ai envie de répondre à la dernière parce que j'ai une expérience de Stéphane Bern. Je ne veux pas critiquer nécessairement Stéphane Bern, mais voilà le problème. C'est-à-dire que, pendant longtemps, j'ai refusé. On m'a souvent demandé de participer au Secret d'Histoire. J'ai longtemps dit non, et puis j'ai commencé à dire oui, et j'ai participé à 6 émissions de Secret d'Histoire. Alors, il faut que vous sachiez, je vais le raconter, de même on peut raconter comment se fait un livre. On est cuisiné pendant 6 à 7 heures, de façon continue par le réalisateur de l'émission. Je n'ai jamais rencontré Stéphane Bern. Donc, 6 heures de suite, de questions et de réponses. Et le problème, c'est que l'historien professionnel, dont j'estime faire partie, n'a aucun droit de regard sur le résultat de ces 6 heures d'interrogation. Et le résultat, c'est le film qu'on voit sur la seconde chaîne. Et je me suis aperçu que c'est des morceaux de phrases, c'est-à-dire que c'est coupé, c'est séquencé. Je n'ai absolument aucun droit de regard sur ce qui a été dit. Et je m'aperçois que l'introduction de Stéphane Bern, c'est des phrases qui ont été repiquées de ce que j'ai dit moi-même et qui n'a pas été dans... Enfin voilà. Donc c'est aussi toute l'ambiguïté. Voilà, je parlais tout à l'heure d'histoire publique, mais il y a une séparation justement entre une histoire de grande vulgarisation et voilà les historiens professionnels qui, à part quelques exceptions pour quelques documentaires, n'ont pas le droit de regard sur la fabrique interne du contenu, de la manière dont on fait passer l'histoire. Et le résultat, c'est vrai que sur Louis XIV et sur Henri III, je me suis retrouvé à dire des choses vraiment extrêmement simplistes parce que on a choisi de couper à un moment du développement et que ce qui apparaît sur l'écran, c'est le spectaculaire, c'est, j'oserais dire, la petite histoire. Enfin, je suis pas en train nécessairement de critiquer, mais quand même. Et voilà, et ça, c'est quand même peut-être un vrai problème. Et j'avais aussi proposé, j'avais suggéré des thèmes d'émissions, mais qui n'ont jamais été acceptés parce que ce n'est que les grands rois. Alors là, on tombe vraiment dans cette histoire. Alors là, c'est la monarchie, mais une monarchie qui n'est pas du tout la monarchie, je regrette, qui se trouve dans l'histoire de France que j'ai pilotée. C'est une monarchie événementielle, spectaculaire. Et voilà. Et c'est ça qui est donné, je crois, à ce qu'on appelle le grand public. Donc c'est un vrai problème. Manière de répondre à la question aussi sur le savant et le populaire. Patrick Boucheron, sur ces deux enjeux, puis après peut-être on fera un dernier point sur la méthode historique particulièrement, si vous voulez bien. Oui, sur le savant et le populaire, c'est évidemment, au fond, tenter là encore de desserrer l'étau était notre ambition commune, assurément. Et d'où l'intérêt, effectivement, de réinvestir la narration, l'art du récit, pour ne pas la laisser aux mains, parce qu'on en sait effectivement l'efficacité, de raconteurs peu scrupuleux. Nous sommes, au fond, si nous savons quelque chose, c'est la manière de conduire un récit. Et c'est pourquoi, par exemple, je pense que les intellectuels ont tort de lâcher l'outil de télévision. Ils ont tort de ne pas rappeler aux politiques qu'il y avait là justement un instrument de démocratisation culturelle dans la télévision publique, si peu présente, par exemple, dans les programmes électoraux. Et qu'il faudrait qu'ils s'y réinvestissent. Moi, par exemple, je m'y emploie actuellement pour Arte, mais justement parce que voilà, prévenu par ce genre de mauvaise expérience, je n'accepterai jamais d'être conseiller historique. Je suis scénariste. C'est moi qui raconte de bout en bout ou pas. Bon, donc ça veut dire effectivement choisir ses arènes. Choisir ses arènes pour effectivement aller, non pas à l'affrontement, mais simplement proposer autre chose de plus équilibré. Alors, le savant, le populaire, d'abord,
c'est quand même pas tout à fait là-dessus qu'on peut nous opposer, Joël Cornette et moi. On partage un auteur, Florian Mazel, qui a écrit les 1000 pages de féodalité, qui est une somme prodigieusement intéressante, qui fait aujourd'hui date sur l'histoire enfin, très complexe, très plurivoque, des féodalités françaises et même très au-delà. Chez nous, si j'ose dire, il écrit en 10 000 signes les vêpres siciliennes ou la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Là, pour le coup, je dirais que l'histoire savante, elle est plutôt du côté Belin et l'histoire populaire du côté du Seuil, si j'ose dire. Et on avait voulu ça. Aussi. Est-ce que choisir l'un et l'autre, c'est choisir l'analyse contre le récit? Non, je ne crois pas. Là encore, on est proche de l'autre question sur la méthodologie. Au fond, je pense qu'on ne perd personne, en tout cas pas d'attention de lecteur, lorsque on se raconte en train de raconter une histoire. Lorsque on se souvient que ce qu'il y a de commun à la science et la littérature du réel, c'est l'enquête. Et que mettre en avant justement le processus d'enquête, donc ça veut dire à un moment présenter l'enquêteur, c'est à la fois ce que l'on doit au lecteur et ce qu'on peut espérer de son attention dès lors que moi je suis absolument persuadé que l'histoire qui se déroule d'elle-même, non problématisée, au fond ça n'intéresse personne. Voilà. Et qu'il n'y a pas contradiction entre raconter l'histoire et exposer un problème. Faire un récit, faire intrigue de sa méthode, c'est, je pense, ce qui est devant nous, mais regardez comment on parlait des expositions de la BNF et de ce souci de simplification dont nous parlait sa directrice, mais c'est une simplification qui est réflexive. C'est-à-dire qu'on n'imagine plus aujourd'hui une exposition sur des objets qui ne nous expliqueraient pas d'où ils viennent et pourquoi ils sont là et pourquoi certains sont conservés et d'autres pas. Et qui étaient ceux qui les ont collectés. Et comment, au fond, ces savoirs se construisent. Et on ne peut pas dire, effectivement, que les expositions du Quai Branly, qui sont toutes fondées sur ces intrigues théoriques, ne connaissent pas un immense succès. Donc, au fond, il ne faut pas non plus se paralyser pour il faut y aller, quoi. Il y a des problèmes qui ne se posent plus. Sur la méthode historique, peut-être un dernier élément de réponse, Joël Cornette. Je pense que Patrick a tout dit. C'est vrai que l'histoire de France expérimente des manières de d'écrire, des manières de penser, des manières d'interconnecter là des archives différentes, variées. On parlait d'image, et c'est vrai que l'image a un statut particulier. La photographie, par exemple, la partie du XIXe siècle ouvre un grand dossier sur le statut de la photographie. Est-ce que la photographie, c'est vraiment une source? Oui, évidemment, mais comment l'analyser, comment l'aborder? Et donc c'est vrai que dans tous les cas, c'est une histoire évidemment qui rend compte du temps, mais qui aussi interroge et qui, donne la complexité des questionnements sur une source, sur une archive, sur un média, là en l'occurrence l'image. Et la réflexion se poursuit dans le volume XXe siècle sur la télévision. La télévision a un statut de source aussi, et ça c'est tout à fait intéressant. Il faut inventer des interrogations, des mises en corrélation des documentaires pour essayer de comprendre leur statut de source sur la société, sur l'économie, sur la politique. Et ça, je crois que c'est tout à fait intéressant. C'est, je crois, ce qu'on peut dire aussi en conclusion, c'est-à-dire le rôle que vous avez tous les deux, chacun dans votre domaine et à votre mesure, dans la participation des intellectuels, des universitaires, dans le débat médiatique, parce que c'était la question qui a été posée, dire qu'il y a différentes arènes, et moi je rejoins là personnellement ce que disait Patrick Boucheron, qui va signer un certain nombre de documentaires pour Arte sur des grandes dates de l'histoire du monde. Alors là, c'est vraiment l'histoire du monde en général, ça ne s'arrête pas à la France, c'est pas une histoire mondiale de la France.
dire peut-être l'importance, je crois, et la conscience qui existe dans le milieu intellectuel aujourd'hui, que quand même quelque chose s'est perdu à un moment donné, dans la façon dont les universitaires, les intellectuels ont perdu du terrain pour expliquer non seulement l'histoire, mais la science politique, la sociologie, etc., et tous les domaines des sciences sociales. Bon, et là, c'est là où on finit toujours par une forme de minute publicitaire pour France Culture, qui, elle, ne coupe pas les invités qu'elle accueille. Il y a des excellentes émissions d'histoire, d'Emmanuel Laurentin, bien sûr, La Fabrique de l'Histoire, Jean-Noël Jeannet, Concordance des temps, et puis Jean Lebrun sur France Inter. Je pense qu'on peut finir là-dessus, et surtout remercier nos deux intervenants. C'est la fin de cette session. Merci à eux. Alors, on va pas vraiment faire une pause, ou en tout cas même vraiment 5 minutes, parce qu'il y a un programme très important qui nous attend. Comment mettre en exposition l'histoire de France. C'était la fin justement de l'intervention de Patrick Boucheron. Donc ne vous éloignez pas trop, on reprend dans 5 minutes.